Bonjour à tous, je suis Amélie Tourcel, j'ai plusieurs rôles dans l'entreprise, dont celui de leader de Decathlon Exchange. Et à ce titre, j'avais envie en fait de commencer tout de suite par remercier Seb et Vincent qui ont monté cette journée pour nous tous. Il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu toute une communauté aussi, je ne peux pas tous vous citer, mais en tout cas il y en a beaucoup qui sont dans les premiers rangs. Parce que voilà, c'est un vrai travail pour que vous puissiez vraiment bénéficier de cette journée au maximum. Je viens aussi vers vous avec toute l'intervention de Thierry Marx, qui, moi, m'a vraiment mis en joie, rééclairé sur certaines choses, et je vais en profiter pendant l'intervention aussi de peut-être réappuyer certains messages qui m'ont marqué de ce matin. Alors l'objectif de mon intervention, c'est, voilà, on est sur la Leader Day. L'objectif pour moi, c'est de faire un zoom sur quelle est la définition en fait qu'on entend d'un leader chez Decathlon. Quelles sont ses responsabilités? Pour certaines de ces responsabilités, on ira un peu plus dans le comment. Et ensuite, aussi de profiter d'avoir un vrai temps d'échange ensemble pour pouvoir répondre aux questions que vous pouvez avoir sur c'est quoi un leader à Decathlon, c'est quoi ses responsabilités. Amélie, quand tu nous racontes ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là en arrière. Ouais, voilà. Il est tellement gros que je ne vois pas. Alors, on commence par la définition d'un leader by Decathlon. On a mis ça en fait en place d'abord avec le rôle de coach. Parce que quand on a commencé à définir ce qu'était un coach à Decathlon, on a eu plein de remontées qui nous ont dit « Ouais, mais attends, mais un coach, en fait, en externe, c'est pas la même chose, etc. » Et là, on s'est dit, en fait, ce qui est super important pour notre entreprise, de toute notre histoire, on a toujours fait du homemade, du fait maison. Et donc nous, à Decathlon, c'est notre singularité. Ça veut dire qu'on a une façon de fonctionner ensemble qui est propre à Decathlon. Et là c'est la même chose. Peut-être qu'en fait, vous avez des copains qui sont leaders dans d'autres entreprises. Eh bien nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une définition pour pouvoir nous permettre d'avoir un lexique commun. Ça veut dire, en fait, à Decathlon, quand on parle d'un leader, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc le by Decathlon, il veut vraiment permettre de nous partager, enfin qu'on partage ensemble ce lexique commun. Alors la définition, juste avant, j'avais aussi envie de vous partager que la façon dont on a écrit cette définition, elle n'est pas du tout pyramidale, elle a été faite en advice process. Donc ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous, vous avez participé, j'en vois certains d'ailleurs, qui ont participé aussi à l'élaboration de tout ce que je vous présente. Je vais essayer aussi dans mon intervention de vous éclairer ce qui change et ce qui ne change pas. Et peut-être aussi les points sur lesquels on va appuyer encore plus dans notre singularité. Alors la définition d'un leader by Decathlon, je suis leader d'un projet au service d'utilisateurs qui financent ce projet et qui en attendent une création de valeur, mesurée par des indicateurs de performance. J'ai envie de souligner que les deux choses qui changent le plus, c'est le leader de projet. Seb vient de l'expliquer. Leader de projet, avant on disait plutôt, en fait je suis patron d'une équipe. Et bien là, aujourd'hui, on recentre vraiment le fait que le rôle du leader, la définition d'un leader, c'est d'accompagner un projet dans sa création de valeur. La deuxième chose qui change aussi chez nous dans nos modes de fonctionnement, peut-être pour certains, pas pour tous, mais je l'éclaire quand même, c'est au service d'utilisateurs qui financent ce projet. Ça veut dire qu'à Decathlon, avant dans notre histoire, on a pu parfois voir des projets naître sans qu'il y ait finalement de personnes, d'utilisateurs, qui allaient le prendre, ou en tout cas ça ne répondait pas à leurs besoins. Là aujourd'hui on dit, en fait toi si tu es porteur d'un projet, eh bien avant tout, tu peux avoir une super idée, géniale, bienvenue à elle, et comment en fait tu garantis qu'elle est surtout au service de l'utilisateur. Sébastien en a parlé tout à l'heure, pour moi on est vraiment tous et toutes au service de l'Omnisport Leader pour que lui puisse marquer des buts. Et donc ça veut dire aussi comment en fait dans nos projets, on garantit que ça va permettre cette création de valeur à cet endroit qui va être pour moi le nerf de la guerre. Les choses qui changent pas en fait, c'est la première chose, c'est la création de valeur. À Decathlon, on est vraiment aussi orienté résultat, et c'est de dire oui, quand je fais quelque chose, c'est concrètement parce que ça va créer de la valeur. Ce qui change pas, c'est que c'est toujours mesuré par des indicateurs de performance. Alors, si on rentre, j'ai un petit jeu. Vous avez vu le film là? Est-ce que du film, vous savez définir quelles sont les 4 grandes responsabilités d'un leader? Peut-être avec la carte aussi qui est devant vous et qui pourrait vous aider beaucoup.
La posture, c'est la première. Le sens et contresens, la deuxième. Créer l'environnement pour faire vivre la subsidiarité, la troisième. Et la création de valeur. Voilà, s'il y a une chose à retenir, en fait, c'est ça. C'est moi, dans ma posture de leader, en fait, j'ai 4 responsabilités. La première, c'est ma posture. La deuxième, c'est d'éclairer le sens et les contresens. La troisième, créer les conditions de la subsidiarité. Et la quatrième, créer de la valeur. Après, il nous est apparu un petit peu important d'aller peut-être éclairer quelques comment. Ça ne reste que des comment. Ça veut dire que nous, avec un collectif, on s'est dit, bah tiens, pour aller, quand on dit ma première responsabilité, c'est la posture, mais ça veut dire quoi en fait la posture d'un leader? Qu'est-ce qu'on attend à Decathlon et pourquoi? Donc si j'entame, je ne vais pas toutes les dérouler, vous l'avez sur la fiche, mais je vais m'arrêter sur certaines, peut-être celles qui me parlent le plus, sur ma posture. La première, en fait, moi j'adore ce petit dessin. C'est le petit dessin qui a été utilisé dans la vidéo, où en fait le leader a été finalement repéré par une petite étoile. La première chose, en fait, c'est qu'il a ses bras ouverts. Pour moi, la posture, en fait, c'est finalement ma première responsabilité qui va conditionner le succès des autres responsabilités et qui va me permettre de faire de la performance. J'avais aussi envie de vous partager peut-être le fait que parfois, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou amical, ou même une fois que vous rencontrez une personne pour la première fois, vous avez des caractères qui, à la fois, soit vous mettent dans un super état d'esprit, disent « Ah, il est sympa ce mec, c'était vachement chouette la discussion qu'on a eue », et d'autres personnes, dans leur posture, qui vous bloquent dans quelque chose. C'est vraiment finalement l'exemple que j'ai trouvé qui, pour moi, me parle le plus. C'est-à-dire, en fait, pour moi, en tant que leader, on doit être des super facilitateurs d'environnement. Je pourrais aussi beaucoup rejoindre Thierry Marx quand il dit voilà, dur avec les faits et bienveillant avec les gens. La posture, c'est une question de comment je me comporte avec les gens. Est-ce que j'ai cette ouverture qui accueille? Et puis, je ne vais pas tout dire le reste, mais voilà, il y en a d'autres. Et donc, c'est se dire aussi, dans ma posture, la première chose, c'est est-ce que je suis au service du collectif? Sébastien l'a partagé en disant, on a une première responsabilité chacun, en fait, c'est qu'on est tous ressources. On fait concrètement. Et donc, quand je suis leader, c'est un de mes rôles, mais mon premier rôle, c'est ressources. Et être au service de son collectif, c'est dire, est-ce que aussi moi, quand à un moment donné, ils ont besoin de moi, je suis avec eux. La deuxième, je vais vous les mettre toutes les trois. J'ai piqué ces photos à Frédéric Laloux. Je les ai vues peut-être en 2014, mais elles m'ont beaucoup parlé. C'est en fait dans les comment de vraiment ma posture en fait va faciliter ce contact et faciliter l'environnement de confiance. C'est en fait moi, si je sens que par exemple une personne est en défiance, montre trop d'ego, veut prendre du pouvoir sur moi, peut-être plus aujourd'hui, peut-être quand même encore parfois dans certaines situations, en fait ça me bloque. Il y a quelque chose en moi, pas tout de moi, parce que je vais avoir peut-être mon cerveau reptilien qui va vouloir attaquer aussi, ou peut-être un truc de peur qui va me dire mon Dieu, là je dois me mettre en protection. Mais en fait souvent, si la personne en face de moi, je la sens pas bienveillante, eh bien en fait je vais pas donner le meilleur de moi-même. Et Frédéric Laloux, il le prend en fait en disant aujourd'hui, dans l'entreprise, dans le monde qui bouge, Seb vous en a parlé, on peut plus se permettre d'avoir qu'une partie du cerveau des gens. Et en fait, moi, quand je suis dans une situation voilà, d'attaque ou de défense, je vais utiliser peut-être un quart de mon cerveau. Parce que toutes les autres parties, elles vont être annihilées. Ça veut dire que ma prise d'initiative, ça veut dire qu'aujourd'hui, les émotions, ça veut dire que vraiment qui je suis réellement va pas pouvoir se permettre d'être exprimé dans son plein. Et nous, à Decathlon, ce qu'on veut, c'est que chacun puisse être lui-même. Ça, voilà, on en a beaucoup parlé. Et aussi qu'on puisse prendre les initiatives, les talents de chacun. Et donc, moi, mon rôle de leader, c'est comment je permets d'accueillir, je permets à l'autre d'être lui-même, parce qu'il sait que oui, je peux être exigeante, mais en même temps, je vais avoir une vraie bienveillance de l'accueillir comme il est. Une autre chose, je propose une idée. Oui, mais en fait, si cette idée, en fait, dès que je sors un truc, bon, non, mais attends, mais toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais là, vous pouvez être sûr que la deuxième fois, peut-être que la personne ne va pas sortir son idée. Donc, comment aussi on accueille l'ironie? Voilà, moi, j'aime beaucoup l'humour, j'adore me marrer. Par contre, l'ironie, j'y suis très vigilante. Parce que l'ironie, elle peut vraiment aussi bloquer nos coéquipiers. Donc, moi, en tant que leader, en fait, dans ma posture, c'est comment je crée cet environnement de confiance qui va permettre à l'autre
d'être lui-même et donner le meilleur de lui-même, parce que ça va créer énormément de valeur, à la fois pour lui et à la fois pour l'entreprise. Peut-être que j'ai aussi envie de refaire un lien avec Thierry Marx sur ce qu'il partageait de nos générations Y, en disant en fait moi je vais faire ton truc parce que ça me fait plaisir. Je suis sûre que si on est une entreprise qui n'utilise que le rationnel, donc c'est-à-dire la troisième photo, eh bien je ne sais pas comment les jeunes en fait vont avoir envie de nous rejoindre. La troisième point sur ma posture, ce qui est super important quand je suis leader, en fait c'est de au maximum optimiser la possibilité de prise d'initiative de nos coéquipiers. Et pour ça, on croit en l'intelligence collective. J'ai beaucoup aimé son cerveau, là, où il mettait le 360, là, qu'il faisait par rapport, en fait, à un sujet de la tomate. C'est super intéressant. En fait, bah voilà, c'est se dire, aujourd'hui, moi, en tant que leader, j'ai peut-être plein d'expériences. En fait, j'en ai même sûrement beaucoup. Il y a peut-être plein de situations que j'ai vues. Mais dans ma posture, qu'est-ce qui va être le mieux? Parce que parfois, à croire qu'on sait tout, eh bien, en fait, on passe à côté d'innovations incroyables, de prises de décision qui peuvent peut-être pas coller réellement à la situation. Donc, l'intelligence collective, elle peut vraiment être au service de nos projets. Donc, comment, aujourd'hui, j'orchestre, en tant que leader, le fait de dire, prenons les idées et faisons d'un projet, d'un sujet, un 360 et non pas un seul point de vue ou deux points de vue. La troisième chose, c'est sur la prise d'initiative individuelle. Là, l'exemple que j'ai envie de vous prendre, c'est... en fait, quand on est dans une situation très concrète, pragmatique, un collaborateur vient raconter quelque chose, ben en fait, je suis dans quelle posture, moi, en tant que leader? Je suis déjà en train d'essayer de trouver les solutions que je connais grâce à mon expérience, ou je suis dans une profonde et réelle écoute active qui va me permettre d'aller écouter ce que la personne veut réellement dire, quelles sont ses réelles difficultés, et comment je peux me positionner pour bien le questionner, lui montrer, et je peux faire aussi un lien avec la confiance, dans mes yeux, que j'ai confiance en lui et que ça va le faire. La deuxième responsabilité du leader, c'est d'éclairer le sens et le contresens. Donc là, ce qui n'a pas changé, c'est d'éclairer le sens. Si vous vous souvenez, dans les 4 rôles du métier de patron, la première, c'était j'éclaire la cible. Éclairer la cible, éclairer le sens, c'est exactement la même chose. Par contre, on a rajouté les contresens. Ça, pour moi, ça apporte de la force pour qu'on soit beaucoup plus solidaires, tous ensemble, pour vivre nos stratégies d'entreprise. Un contresens, un exemple très concret, c'est les services. Dans nos stratégies d'entreprise, on a dit qu'on ne faisait pas de services. Si j'éclaire le sens, par exemple, de rendre accessible les sports au plus grand nombre, la façon dont on le décline, elle peut être multiple. Mais à un moment donné, en fait, avec cette vision qui a été coécrite, ce business model également, où chacun a pu aussi avoir une part, sur le projet France, je sais que vous êtes nombreux, il a été co-créé. C'est-à-dire que si à un moment donné, on se dit des choses, ben moi, en fait, en tant que leader, ma responsabilité, c'est de dire, go, on va dans cette direction. Et quand je vois que la direction qui est prise concrètement, elle n'est pas là, ben c'est dire, ben non, en fait, nous, on a fait un choix. Nous, on a une singularité à Decathlon. Et donc, l'importance aussi d'éclairer les contresens. Ça fait partie du courage, ça fait partie aussi de l'alignement qu'on peut avoir tous ensemble et qui nous rendra plus forts. Éclairer le sens et le contresens, un des comment, c'est être inspirant. Alors je suis inspirant, vous l'avez vu, je pense que Thierry Marx c'est un vrai leader. Il a une posture de leader en fait qui est très visionnaire. Moi en tout cas c'est ça que j'ai entendu de lui. Ok, inspirant, je sais que parfois ça peut faire un peu peur. En fait, en tout cas, c'est des retours qu'on a en disant ouais, mais attends, inspirant, là, la vision à 2050 de la cuisine, est-ce que j'en suis capable, etc. Aujourd'hui, on a un terreau qui est ultra fertile à Decathlon, qui est le sport. On est tous passionnés de sport, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les gens passionnés sont inspirants. Ça veut dire que si on met vraiment les personnes dans leur talent, et je prends l'exemple du sport parce qu'il est très concret, eh bien en fait, on n'aura rien à faire pour qu'il soit inspirant. Parce que la personne, elle va forcément suivre des blogs, forcément avoir de la littérature, forcément pratiquer, et donc être inspirant pour les autres. L'idée, c'est clair que c'est qu'un leader, en fait, s'il n'a pas cette partie, on va vite tomber dans les comment, et à un moment donné, là, on ne sera plus vraiment dans le rôle de ce qu'on attend de lui. La deuxième chose, c'est le projet qu'on construit et aligné aux stratégies d'entreprise. Je ne vais pas revenir, je l'ai déjà éclairé. Et le troisième, sur éclairer le sens et le contresens, c'est à chaque fois donner le sens.
être une entreprise du pourquoi. Je suis sûre que comme moi, vous avez vu des vidéos de Simon Sinek, on en parlait avec Benoît tout à l'heure. C'est dire qu'en fait, dans chaque action très concrète, je prends l'exemple de pourquoi on met le cintre à droite dans nos linéaires. Tu peux dire à quelqu'un, bah tiens voilà, maintenant tu vas faire linéaire, puis c'est comme ça. Je te montre le comment. Et puis en fait, après, tu peux lui donner du sens à une toute petite action, mais qui va répéter souvent. Et donc là, en fait, tous les jours, il va se dire, je le fais, je sais pourquoi je le fais. Donc super important voilà, de donner du sens. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. La troisième responsabilité, c'est de créer les conditions pour faire vivre la subsidiarité. Voilà, depuis ce matin, c'est un mot qui est revenu super souvent. C'est vraiment ce en quoi on croit profondément. À Decathlon, ça fait partie de notre ADN depuis 40 ans. Decathlon a été construit sur le principe de subsidiarité. Nombre d'entre vous, vous l'avez expérimenté vous-même, sur la capacité de prendre mes décisions en local parce que je suis la meilleure personne, parce que moi, je vois mon environnement pour l'apprendre. Et bien moi, en tant que leader, ma responsabilité, c'est pas de donner les solutions, c'est de permettre de créer ces conditions de la subsidiarité. La première chose qui est essentielle, en fait, là-dedans, c'est de garantir, moi en tant que leader, je garantis tous les ans que chacun a écrit sa mission. Il sait ce qu'il va faire. Si à un moment donné, en fait, je veux faire vivre la subsidiarité, le projet doit être ultra connu. Parce que sinon, à un moment donné, mon idée, elle peut être super bonne, mais elle peut être un service. Sauf que si j'ai pas été éclairée sur le projet, eh ben, à un moment donné, je peux prendre une décision en disant « Ah ouais, je vais faire un service ». Non, là, l'idée, c'est vraiment, à un moment donné, d'être aligné aux stratégies, que notre projet soit co-construit, parce que si je le co-construis, si chacun est acteur de ce projet, bah, il y a une petite part de ce projet qui va être à moi. Et donc, je vais avoir la motivation intrinsèque pour le mettre en œuvre. Co-construction, ressources du projet, voilà, chacun a une mission. Donc moi, mon rôle, c'est pas de décrire les missions, c'est pas de leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils vont le trouver tout seuls. Je peux guider parfois, je peux donner un petit peu mon avis. Mais en même temps, si vous partez de la motivation first de la personne, que cette personne écrit la mission, là, vous avez tout gagné parce qu'en fait, le moteur, il va se mettre en route tout seul après. Et donc là, moi, ma seule responsabilité, c'est de garantir que chacun a une mission. La deuxième, pour faire vivre la subsidiarité, c'est l'information est transparente dans le collectif. Thierry Marx, je ne saurais plus le citer, mais a utilisé une phrase en disant que le pouvoir, l'information était le pouvoir au démarrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Aujourd'hui, vous le savez, c'est plus du tout le cas. L'information, elle est partout. Et en même temps, en fait, parfois, chez nous, à Decathlon, elle est nulle part. Plus nos coéquipiers ont l'information, plus leurs décisions peuvent être cohérentes avec ce qu'on a envie de vivre à Decathlon. Si j'ai pas l'information, bah, c'est du 50-50 quoi. J'ai de la chance, j'ai pas de chance, ça tombe dedans, ça tombe pas dedans. Un des troisièmes comment, c'est chaque coéquipier est accompagné individuellement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme soubresaut depuis 3 ans sur ce point? C'est la clé du succès de Decathlon. La clé du succès de Decathlon, c'est d'avoir cet accompagnement individuel toutes les 4 semaines. Moi, mon rôle en tant que leader, c'est pas de dire j'accompagne individuellement toutes les 4 semaines mon coéquipier. Parce qu'aujourd'hui, dans les rôles, eh bien, je peux avoir aussi du soutien, ce qui me permettra d'avoir du temps pour autre chose, pour être plus aussi orienté sur mon collectif et sur mon projet. Ça veut dire que là, c'est sûr et certain, l'accompagnement individuellement toutes les 4 semaines, c'est un incontournable. Vous verrez dans plein d'autres entreprises, ils ne le font pas. C'est ce qui a fait notre réussite. C'est notre agilité, c'est la capacité d'adaptation. C'est de dire, bah, en fait, on s'est écrit ça en mission, mais on va un peu changer parce que là, voilà, comme en ce moment, on est en train de vivre une situation de tempête, bah, comment à un moment donné, chacun, on est rappelé dans une forte responsabilité pour se motiver, se mobiliser et agir parce que, bah, voilà, nous, on est des performeurs et on a envie que ça fonctionne. La dernière, pour la faire vivre la subsidiarité, c'est en tant que leader, je fais émerger des décisions collectives où je décide. Ce point, c'est de se dire, en fait, à un moment donné, voilà, même si on met le collectif au cœur, l'intelligence collective au cœur, on sait bien que, en fait, parfois, le collectif, il n'a pas toujours raison. Parfois, ça peut être un peu un consensus mou, d'accord? J'entends aussi beaucoup ça. De dire, voilà, alors là, on pourrait aller chercher d'autres causes racines du consensus mou, mais voilà, ça peut arriver. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous, en tant que leader, en ayant fait fonctionner ça, vous sentez que c'est pas juste, eh bien, à un moment donné, c'est à vous de prendre la décision. Le dernier, créer de la valeur. Alors,
pour la création de valeur, le projet a le meilleur collectif pour réussir. Ma responsabilité en tant que leader, en fait, c'est qu'il y a le projet. Moi, je suis leader de ce projet et je dois mettre tout en œuvre pour le faire fonctionner, pour qu'il réussisse. Pour ça, la première chose, ça va être l'équipe que j'ai en place. L'équipe que j'ai en place, par contre, avant, souvent, c'est moi qui décidais. Je recrutais. Aujourd'hui, c'est de se dire, il y a eu plein d'expérimentations déjà dans pas mal d'endroits, c'est de dire qu'on remet l'équipe actrice du recrutement, puisque de toute façon, elle a été actrice de la co-construction du projet. D'accord ? Moi, en tant que leader, j'ai orchestré ça. Et donc après, ils ont tout à fait la capacité de le faire. Bien sûr, la compétence, on ne peut pas l'enlever. Il faudra les former. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais recruté de faire un entretien de recrutement. Voilà, je pense que vous vous souvenez tous et toutes de votre premier entretien de recrutement, plus ou moins difficile ou facile en fonction de la façon dont vous avez été accompagné. Moi, je m'en souviens très bien du mien. Le projet a le meilleur collectif pour réussir. En fait, là, voilà, c'est pas du tout les meilleurs potentiels, etc. C'est dire, en fait, c'est quoi la complémentarité de mon équipe? Quels sont les talents dont j'ai besoin pour réussir mon projet? Le point suivant, c'est j'anime le collectif et je donne le rythme pour faire réussir le projet. Cette phrase, elle peut être anodine, elle peut passer comme ça. Je pense que dans les changements, là, il y en a un énorme, en tout cas que je vis en tant que leader. C'est qu'en tant que leader, comme aujourd'hui, j'ai plus forcément l'animation individuelle qui me permettait en fait d'avoir les informations au fil du temps. L'animation du collectif prend de plus en plus de place. Le rythme qui doit être donné, tel un chef d'orchestre peut-être, c'est vraiment une responsabilité très forte du leader qui se voit renforcée du fait de parfois de la séparation avec le rôle de coach. Donc ça veut dire que nos réunions, les réunions toutes les collectives, toutes les 4 semaines, prennent de plus en plus d'importance en tant que leader pour avoir la vue d'avion et voir comment le collectif avance. Puisque tout le reste va permettre beaucoup d'autonomie. Et si je reprends l'image de Thierry Marx, ce n'est pas de l'indépendance qu'on recherche, c'est de l'interdépendance dans la construction d'un projet. Les réunions collectives vont permettre cette interdépendance. Et alors, je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, je construis le budget et je trouve le financement. Ça revient directement à ce que je partageais sur la définition. Ça veut dire que je ne dis pas, tiens, j'ai un projet et puis je fais ma sauce. C'est d'abord, je vais regarder s'il y a une utilisation, qui peut me financer mon projet. Et ensuite, de ce fait-là, c'est moi qui vais chercher les sous si j'ai une idée. Enfin, le dernier, qui ne change rien par rapport à avant, c'est je rends compte aux utilisateurs qui financent le projet. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai une idée, j'ai mis en œuvre, et bien finalement, c'est ce qu'on vit en ce moment avec la trajectoire. Aujourd'hui, voilà, je pense, et j'entends beaucoup de personnes qui se mettent en grande responsabilité sur le fait de dire, j'avais une trajectoire, pourquoi j'en suis là? Est-ce que je suis au-dessus, ISO, en dessous? C'est quoi mon constat? Et puis ensuite, de ce fait-là, qu'est-ce que j'en déduis? Mes forces, nos difficultés, quels sont les renoncements dont j'ai la nécessité de faire? Quel ajustement je dois faire? Et à l'inverse, qu'est-ce que je ne vais surtout pas changer pour rester là-dessus?